Vous m'avez déjà vu dans cette vidéo. On m'a jamais dit, moi je sais pas où je vais déjà. Ici aussi. Ou encore là. Les amis, regardez ce que c'est de bien traiter les équipes. Je m'appelle Elion, je suis le vidéaste de McFly Carlito et il y a 2 mois, j'ai commencé à mourir juste derrière ce mur. Ce sont les toilettes, les chiottes des meufs, et j'ai vécu une fabuleuse expérience de mort imminente. J'aurais aimé que ce soit juste une blague, mais absolument tout est vrai dans ce que je vais vous dire. Installez-vous confortablement, car je vais vous raconter l'histoire d'une expérience qu'on ne vit qu'une seule fois, normalement sans retour. D'ailleurs, j'emploierai sûrement des mots maladroits, mais dans cette volonté de sincérité réelle, je vous raconterai ce que j'ai traversé exactement comme j'ai vécu. Pour redonner un rapide contexte, on tournait la première semaine d'avril ici au studio de McFly Carlito la vidéo des abonnés dans le studio et celle de la recette de la tarte au citron avec Nina Métayer. Quelques jours plus tard, tout a soudainement basculé. Jamais je n'aurais imaginé que j'aurais été sur un brancard vidé de presque 3 litres de sang. Ça faisait plusieurs mois qu'on enchaînait de fou les tournages. J'accompagnais aussi McFly sur toutes ces échéances de paix, entre le studio, les répétitions, les sessions d'écoute, etc. J'étais en flux tendu constant. Je me tuais à la tâche, non pas que j'étais forcé, loin de là, mais parce que ça me rendait réellement heureux de contribuer à la concrétisation de ce projet hyper personnel pour David. Mais j'étais en train d'atteindre un stade où je n'avais même plus le temps d'appeler mes proches, ni même l'énergie d'échanger rien que des messages. Je me souviens avoir dit à ma mère, la semaine précédente, que j'avais la sensation que mon âme était aspirée. C'est vous dire. J'avais bloqué mon samedi pour passer la journée avec un ami, mais entre les tournages de McFly Carlito en semaine, puis les tournages de mes projets perso en week-end, notamment mon podcast La Pause M, j'avais vraiment besoin de me déconnecter, de prendre du temps pour moi. Alors j'ai tout annulé. À la place, je me suis fait des crêpes. J'ai mis quelques restes à l'intérieur, du genre brocoli, saumon. C'était pas fameux du tout. Je m'étais même acheté une bouteille de vin rouge, rien que pour moi, non pour me mettre la tête à l'envers, mais juste pour apprécier quelques verres devant la nouvelle série que je venais de débuter, Yellowstone, avec Kevin Costner. J'allais à mon rythme, c'était parfait. Après plusieurs épisodes, j'ai ressenti l'envie d'écrire, une sorte de pulsion créative, et je me suis retrouvé à plancher sur un projet de bande dessinée jusqu'au milieu de la nuit. Je n'ai encore jamais fait de bande dessinée, mais tout venait naturellement. L'histoire, la structure, l'ambiance visuelle, j'avais un besoin irrépressible de tout extérioriser. La fatigue ayant finalement pris le dessus, je n'ai pu terminer de prendre note de toutes ces idées que le lendemain soir, le dimanche donc. Mon week-end ayant passé à toute vitesse et ressentant une énorme fatigue, j'ai préféré rentrer tôt chez moi, vers 21h30, 22h, ce qui pour moi est extrêmement tôt par rapport à d'habitude, avant de me réveiller en sursaut à 22h30 avec une énorme envie de bégère. J'ai jeté la couverture d'un coup avant d'arriver aux toilettes à toute vitesse et de vomir rouge. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était pas du sang. C'était sûrement du vin rouge qui avait coloré mon vomi. Alors, je me suis pas trop inquiété. Donc, je suis reparti me coucher et 20 minutes plus tard, encore envie de vomir. C'était terrible. Et toutes les 20 minutes, c'était ça. C'était un cycle où j'allais vomir à chaque fois. Mais au bout de 2-3 vomis, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai quand même pas bu autant de vin rouge. Donc, j'ai commencé à trouver ça louche. Mais j'avais pas le goût de sang en bouche, et ni le goût de vin vraiment non plus. Mais je me suis dit, c'est probablement une intoxication alimentaire. Je vais pas appeler le SAMU pour ça. Donc, vivant en 2025, dans mon temps, j'ai envoyé un message à ChatGPT et il m'a dit frérot. Il m'a pas dit frérot, mais il m'a dit si jamais dans ton vomi il y a des petits amas de choses un peu gélatineuses, un peu sombres, c'est que c'est sûrement des caillots de sang qui ont commencé à se faire dans l'estomac. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement grave. Il faut que tu appelles tout de suite, absolument immédiatement, les urgences. Et je me suis dit, oh là là, si ChatGPT s'inquiète pour moi, c'est que vraiment il y a un souci. Et donc à ce moment-là, j'ai appelé le SAMU. Je suis resté quelques temps au téléphone et ils m'ont dit de boire du coca pour aider à digérer. Je me suis dit, c'est bizarre. Boire du coca pour mieux digérer du sang, ça me paraît un peu louche. Mais bon, j'ai pas internet chez moi, j'ai pas de frigo, j'ai pas de coca. Par contre, le seul endroit où il y a du coca, c'est ici, au studio de McFly Carlito. Et il se trouve que j'habite, moi, à 7 minutes à pied du studio. Et comme je vomis toutes les 20 minutes, je me suis dit, là, il y a un petit moment, il y a un temps où je peux venir à pied et ça devrait le faire. Et donc, je commence à marcher, je commence à me rendre au studio, il n'y a personne dans la rue, je croise personne. Si je tombais ici, j'aurais été tout seul face à moi-même, allongé dans mon sang sur le trottoir. Bref, j'étais tout seul dans la rue, j'arrive jusqu'au studio, je monte les marches 2 par 2, puis 3 par 3, et je file très vite aux chiottes qui sont justement derrière ce mur-là. Là, je revomis encore une fois. Et la lumière est beaucoup plus efficace dans les chiottes que dans mon appartement. Et là, il n'y avait aucun doute, c'était du sang qu'il y avait au fond des chiottes.
Bah là, j'ai paniqué parce que je me suis dit, là, il n'y a pas de doute, c'est du sang, c'est pas du vin. Je vais pas prendre de coca. Si je prends du coca, ça va me transpercer encore plus l'estomac. Donc, moi, je vais pas. Faut que j'aille aux urgences tout de suite, absolument maintenant. Et donc, je rappelle le SAMU et je leur demande dans quel hôpital je dois aller parce que le quartier, je le connais pas. Moi, le seul chemin que je fais tous les jours, c'est mon appart, le studio. Je connais rien d'autre ici. Donc, je leur demande où est l'hôpital et ils me font qu'il faut aller à Louis Mourier, qui est à Colombes, et qu'ils peuvent m'envoyer une ambulance, mais que c'est un peu compliqué. Et si jamais je veux prendre un taxi, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, sentant que je les emmerde complètement, eh bien, je me commande mon taxi et je prends une batterie externe, mes écouteurs, mon portefeuille avec la carte vitale. Je me suis dit, bon, bah, comme ça, j'ai tout ce qu'il faut, c'est essentiel. Je sais que j'en ai pour plusieurs jours, je pense. Et c'était très impératif que je prenne ma batterie externe parce que mon téléphone, c'était le seul truc qui me rattachait au monde. Et donc, il fallait absolument pas que mon téléphone tombe en rate de batterie. Et me voilà à attendre le taxi sur le bord de la route. Et donc, le taxi arrive et très vite, il voit que la destination, c'est les urgences. Et il me demande, c'est pour vous les urgences? Et je réponds, bah oui, c'est pour moi. Et il me demande si c'est grave. Et je fais, bah, je dirais pas que c'est grave. En revanche, si vous pouvez rouler un peu plus rapidement, ça m'arrangerait. Je voulais pas le presser, je voulais pas le mettre en tension. Moi, je voulais juste arriver entier à l'hôpital. Et quand j'arrive, j'ouvre les portes des urgences, je vois qu'il y a personne au guichet. Et je fais, mais je fais comment là? Je peux pas faire plus que me rendre aux urgences directement. Je peux rien faire de plus, quoi. Et là, je sens une envie de vomir qui commence à reprendre. Et donc, je vais dans les chiottes des urgences. Et c'est sûrement les toilettes les plus crades qui existent sur Terre, les toilettes des urgences. Et là, je commençais à être vraiment faible. Alors, je me suis assis par terre et j'ai posé ma joue sur la cuvette. Il arrive un moment où le dégoût n'est pas grave. C'est que il fallait absolument que je pose ma tête quelque part. J'allais tomber dans les pommes sinon. Et donc, je revomis encore du sang dans les chiottes. Et je me suis dit, quitte à tomber dans les pommes ou je sais pas quoi, autant que les gens le voient, parce que si je suis tout seul dans les toilettes, je vais être comme un con. Et donc, je ressors des toilettes, je suis dans la salle. Et là, je vois le mec qui est revenu au guichet. Et donc, je me dirige vers lui, je commence à avoir du mal à tenir debout. Donc, je prends ma tête dans les mains et je lui parle et j'essaie de répondre à ses questions en espérant que ce que je dis arrive dans les bonnes oreilles. Je ne pouvais pas me concentrer sur lui, c'était trop compliqué, il me posait des questions, j'avais aucune idée des réponses. Et il m'a demandé ma carte vitale à un moment. Et en ouvrant mon portefeuille, il y a une larme qui est tombée sur la carte vitale. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai pas mal. Je ressens pas de douleur, pourtant je pleure, j'ai une larme. Mais je crois que c'est une larme de prise de conscience que c'est un truc grave qui t'arrive. Parce que autant t'as une coupure, quelque chose comme ça, tu peux mettre un pansement, ça guérit, ça cicatrise, etc. Quand tu vomis de l'intérieur, déjà tu vois pas ce qui se passe concrètement et tu sais pas comment guérir de ça. Ça m'est jamais arrivé de vomir du sang. Je crois que là, ça a commencé à me dépasser un petit peu. Je paniquais, clairement. Et là, bizarrement, je suis passé devant tous les gens de la salle d'attente. Quelqu'un est venu me chercher très rapidement et m'a emmené dans une chambre. J'ai été pris en charge à l'hôpital à 2h57 du matin. En tant que vidéaste, j'ai voulu immortaliser toute l'évolution de ce que j'ai traversé. C'est clairement une déformation professionnelle. Mais ça me semble vraiment important, dans cette volonté de transmettre avec sincérité, de vous montrer ces images. Parce que lorsqu'un événement comme celui-ci vous arrive, la vie n'a pas de filtre avec vous. Il y a du sang et certaines images peuvent être choquantes. Voilà, je me devais de vous prévenir. Ok, alors je me suis fait un petit diapo avec toutes mes photos et vidéos que j'ai faites durant l'hospitalisation. Je vais faire un react à moi qui vomis du sang. Je fais ça parce que ça va me permettre de vous raconter au fur et à mesure le contexte. Et ce sera plus amusant que juste vous raconter comme ça. Enfin, plus amusant. Ce sera plus visuel en tout cas. Voilà, ici c'est la chambre où on m'a emmené au début aux urgences, qu'on m'a pris en charge. Et moi j'avais grave envie de vomir encore une fois. Et je savais pas où vomir, j'avais pas de seau, je sais pas où étaient les toilettes. En revanche, j'ai vu ce lavabo tout au fond ici là. Et là je me suis dit, ok, c'est ici mon récipient miracle pour aller vomir. Et donc je me suis relevé, j'y suis allé. Et je me rends compte de la photo qui va suivre. Attention, bon, ce sera la pire photo de toute manière de tout le dépôt. C'est hardcore, vraiment c'est hardcore. Mais voilà ce que j'ai vu en ouvrant les yeux après avoir vomi. Voilà. Ouais, c'est horrible. C'est horrible et en même temps, je trouve ça hyper important parce que y a que comme ça qu'on peut comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. C'est que tu viens de gerber tes tripes, littéralement. Et on voyait, alors je suis désolé, je vais zoomer encore une fois parce qu'il faut vraiment que je vous montre, mais quand ChatGPT m'avait parlé des petits amas gluants de sang coagulé, c'était ces choses-là. C'était ces trucs plutôt noirs. Et donc, donc moi je les voyais très clairement au fond du lavabo. Et là, j'étais en mode, c'est une scène de crime. J'ai l'impression d'être dans une série genre Dexter et que je vais crever. Là, clairement, j'étais en mode, là, ça pue clairement quoi.
Et donc j'étais comme ça, vomir dans le lavabo et je ressemblais à ça quoi. J'avais vraiment du sang qui coulait sur les lèvres, j'en avais partout, je m'en mettais sur le bout du nez, etc. Ça claboussait. C'était vraiment affreux. C'est clairement un traumatisme, hein, je vais pas vous le cacher. Vivre ça, c'est abominable. Je suis passé par là et je suis encore vivant, je me tiens debout devant vous et je suis plutôt en bonne forme, donc ça va maintenant. Mais ça fait bizarre de revoir ces images d'ailleurs pour moi. J'ai l'impression que ça s'est jamais passé et c'est très bizarre. Mais je voulais vraiment garder cette sincérité. Si je me suis pris en photo, c'est parce que je voulais pas oublier ce que je traversais réellement, de voir mon état d'esprit, de voir comment mon corps marque l'événement. Je voulais que ce soit marqué dans le temps ce qui s'était passé. Et j'avais pas du tout pour projet de faire une vidéo derrière, j'en savais rien, je savais même pas que j'allais survivre à ça. Pour moi, c'était juste des photos pour moi. En fait, je me suis dit à ce moment-là, j'espère que je ne revivrai pas ça dans ma vie une deuxième fois. Et à ce moment-là, j'étais vraiment fatigué. Mes jambes, elles tremblaient, je pouvais plus tenir debout. Donc à chaque fois, je me tenais contre le rebord du lavabo, contre une table, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas pouvoir faire des allers-retours entre le brancard et le lavabo pour aller vomir toutes les 20 minutes. Et donc, je me suis assis par terre contre le lavabo. Genre, je me suis assis là, par terre, ici. Et j'ai attendu que quelqu'un vienne parce que j'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Après ça, il y a un médecin qui est arrivé et lui, donc la porte, elle est juste de ce côté-là. Donc quand il arrive, il voyait pas forcément le lavabo qui était à côté. Il a juste vu un brancard vide. Il a fait c'est bizarre. Hein. Et il se retourne vers moi et il me voit assis par terre, le sang sur le nez, la bouche, etc. Et il fait oh merde. Donc il vient vers moi, il me prend, il me ramène sur le brancard et il me dit que sur le côté de la pièce, il y a des petits haricots en carton. Les haricots en carton, je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est des petits récipients en carton pour vomir, tout simplement. Et je savais pas qu'on pouvait vomir dedans parce que je savais pas ce que c'était des haricots, moi. Donc à partir de là, j'ai pu vomir dans mes petits trucs en carton. Et comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, moi j'avais appelé personne avant. J'ai envoyé de message à personne. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Et je me suis dit, bon bah là, je suis pris en charge à l'hôpital. Maintenant, les choix ne dépendent plus de moi, mais de l'hôpital. Donc je vais prévenir de là où je suis, au moins pour que les gens s'inquiètent un peu moins de la situation. Et évidemment, les gens vont s'inquiéter que je sois à l'hôpital en train de vomir du sang. Évidemment qu'ils vont s'inquiéter. Mais en tout cas, le fait d'être pris en charge, ça rassure. On se dit qu'au moins, ça limite un peu les dégâts. Et donc, à partir de là, j'ai envoyé un message à ma mère et je lui ai dit au fait, je suis à l'hôpital, aux urgences, je vomis du sang depuis quelques heures là, mais tout roule, tout va bien, faut pas s'inquiéter pour moi. Voilà, j'ai envoyé ça comme photo, ça me faisait rire. Elle me demande, elle me fait ça va. Je fais oui, comme un poisson dans l'eau. Je voulais pas l'inquiéter, je voulais pas inquiéter mes parents. D'ailleurs, je dis ça, mais ma mère, j'ai envoyé ce message-là à 3h30, je crois, du matin. Elle m'a répondu que vers 5h, parce qu'elle dormait évidemment. Donc voilà, j'essaie juste de prévenir à droite à gauche que j'étais aux urgences, quoi. Et inévitablement, comme je disais, toutes les 20 minutes, je vomissais. Et là, tiens, on voit le haricot en bas à droite. C'était ça, c'était ce truc-là dans lequel je vomissais. Et comme c'est tout petit et très peu profond, quand tu vomis dedans, ça éclabousse. Et j'en ai eu plein partout sur mon t-shirt à côté. Et à partir de ce moment-là, c'est drôle parce que quand on venait me voir, les gens disaient « Oh, t'en as partout du sang et tout, ça va ?» Et en fait, j'étais en mode « Mais les gars, moi, j'ai jamais été autant charismatique de ma vie. J'ai l'impression d'avoir secouru quelqu'un, un accident de voiture ou je sais pas quoi, d'être un super-héros presque, je sais pas. » Je me suis dit « Non, j'ai tellement de charisme là avec du sang sur les vêtements. Ça m'est jamais arrivé comme ça. » Mais bon, au fond de moi, c'était un traumatisme affreux. Je riais parce que c'est ma force de l'autodérision, de rendre plus léger ce qui arrive. Mais au fond de moi, n'empêche que j'avais conscience que je vomissais du sang et je l'emmenais pas large non plus, quoi. À partir de là, il était 5h30 du matin. Donc c'est à peu près ici que ma mère m'a répondu d'ailleurs. Ils m'ont dit, les infirmiers, urgentistes, etc., ils m'ont dit « Monsieur, on vous transfère de salle, on vous emmène dans la pièce VIP de l'hôpital. » Je me suis dit, c'est super, merci beaucoup, c'est très gentil. Et ma sœur qui travaille aux urgences aussi, mais pas à Paris, mais dans une autre ville, elle m'a dit en fait, tout simplement, la pièce VIP, c'est pas VIP, c'est que c'est la salle des urgences vitales. Et donc tout de suite avec le recul, ça change un peu l'interprétation. Mais en tout cas, moi j'étais curieux de voir ce qu'allait m'attendre. Et si on vous change de pièce, évidemment, c'est pas pour le mieux, surtout au milieu de la nuit. Donc là, j'étais dans le couloir, ma chambre était au fond du couloir à gauche, et là, il m'emmenait juste ici, là, dans cette porte-là. Et voilà, je sais pas encore ce qui va m'attendre. Et voici la pièce des urgences vitales. Bon là, je suis désolé, on voit pas grand-chose en photo. Je vous rappelle que j'étais à demi-vivant. Mais en tout cas, voilà, tout était très blanc d'un coup. Et juste à côté, ici,
c'était la salle de garde des urgentistes. Et on ne voit pas parce qu'il y a un reflet, mais on voit un tout petit bout qui est juste là. D'ailleurs, c'était un grand écran avec mes constantes qui étaient retransmises donc, dans leur bureau. Et comme ça, ils avaient vraiment une vue sur moi constamment avec mes constantes. Et en plus, ils me voyaient à travers la fenêtre. D'ailleurs, on voit une meuf qui est juste là. Donc, ils me regardaient à travers la fenêtre. Et c'était très bizarre parce que... Enfin, très bizarre. C'était en même temps assez drôle de mon point de vue. Parce que je les voyais, ils discutaient derrière la fenêtre très soucieux, très en tension. On voyait que c'était grave ce qui se passait. Et dès qu'ils ouvraient la porte, juste là, la porte vitrée pour venir me voir, ils étaient « Bonsoir monsieur, comment allez-vous ?» Et en fait, ils étaient très souriants, très joviales. Et dès qu'ils repartaient, qu'ils re-rentraient dans le bureau, je voyais plus de sourire, plus rien. L'air soucieux qui revient encore et je les voyais discuter entre eux comme ça et tout. J'étais en mode « Mais les gars, je vous vois, hein, c'est une vitre, si vous me voyez, je vous vois. » Et donc, ils essayaient de faire genre que tout va bien pour moi, pour pas trop me stresser. Mais en réalité, ça me stressait presque plus parce que je voyais à quel point, en réalité, ils étaient pas paniqués, mais soucieux de mon état futur. Et donc, je disais, à ce moment-là, il était 5h30 du matin et j'ai commencé à me poser des questions, mais des questions qu'on se pose, comment dire ça, plutôt entre potes, pour déconner, genre... On se dit, tiens, si te reste plus qu'un jour à vivre, qu'est-ce que t'aimerais revivre comme souvenir? Ou qu'est-ce que t'aimerais réécouter comme musique? Ta musique préférée, c'est quoi? Toutes ces questions-là, je me les suis posées, pas pour rire, pas entre potes, pas dans une envie de développement personnel ou je sais pas quoi, plutôt comme une urgence vitale. Parce que au fond de moi, je sentais que là, j'étais sur une pente descendante et il n'y avait pas de fin. Je me sentais de plus en plus faible. Je voyais mes mains, mon corps et tout qui étaient de plus en plus pâles, j'avais de moins en moins d'énergie. Je sentais que pour moi, ça allait que vers le moins bien. Et j'ai commencé à poser ces questions-là parce que je sentais que je partais en fait. Là, j'étais... Oh, ça me donne la chair de poule rien que d'en parler. Je sentais que ma fin s'approchait. Et là, je vous parle d'un ressenti, c'est pas un truc qui fait des warnings devant vous avec des flashs. Non, c'est un ressenti, tu sens que la fin, elle est très bientôt, quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je connaissais très bien, moi, quelle était ma musique préférée ou quels sont les grands souvenirs qui m'ont marqué dans ma vie. Mais bizarrement, il y a une réponse qui m'est apparue à l'esprit que j'ai pas vu venir. Et cette réponse-là, c'était « Quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas, parce que tu vas pas te... » Quand je dis « tu », je parle à moi, hein, c'est mon moi qui... Enfin, je parle à moi-même, quoi. Mais c'est genre, tu vas pas te dissoudre quand tu vas mourir. Je ressentais vraiment le fait que j'allais ailleurs, j'allais autre part. Et que tout ce que j'avais vécu, tout ce dont je me souvenais, tout ce que j'avais partagé, tout ça, j'allais le prendre avec moi, dans ma petite valise, et l'emmener avec moi ailleurs. Donc, j'avais pas besoin de réécouter de musique, j'avais pas besoin de revivre des souvenirs, parce que j'avais déjà tout vécu pleinement. J'étais là, présent, entier pour tous ces moments-là, et donc, j'avais pas besoin de réécouter de musique, parce que je savais que ma musique, j'allais l'emmener avec moi plus tard, dans l'autre vie qui m'attend. Je fais une petite parenthèse, hein, mais je savais que j'étais perché un petit peu avant, mais là, il faut savoir que j'ai atteint la stratosphère. Là, je suis en roue libre. Moi, je vous raconte juste ce que j'ai traversé, ce que j'ai ressenti, et je le dis profondément avec sincérité, avec authenticité. C'est pas un truc qu'il faut croire. Je dis pas qu'il faut croire à un au-delà, à une suite. Après, mais voilà, je témoigne juste de ce que j'ai vécu, et vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, comme je sentais que j'allais autre part, et j'avais pas besoin de revivre des choses, ni de me souvenir, parce que tout était déjà en moi, et donc j'avais pas peur d'oublier ces choses-là. Mais quand on se pose ces questions-là, ça fait relativiser, hein. C'est pas des questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours, ou du moins pas avec autant de profondeur. Là, c'est très particulier, très très particulier. L'état d'esprit dans lequel j'étais était... Il n'y a rien de commun. On n'est pas censé mourir tous les jours comme ça, donc ouais, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et bref, le temps passe. Moi, je continue à vomir toutes les 20 minutes. Je continue à me vider. Je sais même pas d'où ça vient, tout ce dont je me vide. Parce que, bon, au bout d'un moment, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Donc, c'est que du sang. Je vomissais que du sang toutes les 20 minutes. Là, il était 7h30 du matin. J'ai senti que... ça venait vraiment de très profond. J'avais envie de vomir, mais là, ça m'a demandé une énergie énorme d'aller puiser au fond de moi pour tout relâcher, pour tout donner. Et donc, j'ai vomi une ultime fois. Et quand je me suis réallongé sur le brancard, j'ai fermé les yeux parce que j'avais plus d'énergie, tout simplement. Et j'ai senti à ce moment-là plein de petits picotements dans mes extrémités. Encore une fois, c'est du ressenti, hein. Mais j'étais allongé et je commençais à peser de moins en moins lourd. Tellement pas lourd que je sentais que je sortais de mon enveloppe charnelle. Je commençais à flotter, à m'évaporer, je sais pas comment dire ça autrement,
je commençais à flotter et j'étais dans un monde soudainement qui était d'un noir éblouissant. Je sais pas, ça n'a pas de sens de dire ça comme ça, mais j'étais dans un entre-deux mondes. Et bizarrement, c'était rempli. Attention, je vais devenir très bisounours et très niais dans ce que je vais dire là, mais j'étais rempli d'un amour inconditionnel, désintéressé. J'étais là, je sentais des présences, des énergies, de choses qui te veulent du bien, de choses qui sont là, qui t'apportent de l'amour en fait tout simplement. Et dans cet entre-deux-mondes, j'ai aussi vu le juge de ma vie. C'est pas comme une personne, j'ai pas vu un dieu en face de moi, un papy avec une grosse barbe, très musclé, très grand, qui m'a dit hop, 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 je suis le juge de ta vie. Non, c'était une sorte d'énergie. Et ce juge de ma vie, il m'a scanné ma vie justement. Pas comme on voit dans les films où tu vois ta vie défiler à toute allure, ou alors comme un dossier où tu prends page par page les différents événements de ta vie. Non, il m'a révélé tous les moments où j'étais réellement, profondément heureux. Et il se trouve que les moments où j'étais réellement heureux dans ma vie, c'était tous ces moments où j'avais vécu et partagé des choses avec amour. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai l'impression d'être un putain de bisounours quand je vous le dis, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tous les moments vécus et partagés avec amour, c'était là où j'étais le plus heureux. Tout le reste était ultra superficiel. Mais donc tous ces moments où par exemple, j'ai voulu sauter un parachute, faire d'autres expériences parce que j'avais envie de tout expérimenter et tout faire dans la vie, eh bien, en fait, j'ai remarqué que tout ça, c'était assez superficiel. C'est l'intention qui compte derrière, c'est les gens avec qui tu partages ces événements. C'est pas les événements en tant que tels qui te rendent heureux. À la limite, ça te donne du plaisir, mais c'est du divertissement dans la vie. C'est pas ça qui te rend profondément heureux. Et donc, non, j'ai vu que toutes ces expériences, tout ce que je voulais tester, expérimenter, tout ça, c'était du divertissement dans ma vie. C'était pas comme ça que j'allais vraiment être heureux. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lâcher du lest encore plus. C'est-à-dire que je repensais à ma famille, mes proches, mes parents, mes frères et sœurs, etc. Et j'étais en mode, les gens que j'aime savent que je les aime, donc je peux partir. Et à ce moment-là, j'ai dit au revoir à tout le monde. Ça y est, c'est comme ça que ça se termine pour moi. C'est maintenant que ma vie s'arrête ici, en tout cas, cette vie-là. Bye bye, ciao. J'étais vraiment, ça y est, ce moment est arrivé. Le moment où je meurs, c'est maintenant. Et ça, je l'ai vu très clairement, je l'ai senti très profondément. Et donc, à ce moment-là, je savais que pour moi, c'était fini. Et je me souviens m'être dit très franchement, mot pour mot, c'est comme ça que je m'en vais. Au revoir. Et je l'ai dit, je peux pas vous dire ça autrement, je partais. J'étais en train de mourir, quoi. Et à ce moment-là, le juge de ma vie m'a dit, ça paraît fou à raconter comme ça, mais il m'a dit, en fait, je vois qu'à travers les projets que tu fais, à travers ce qui t'anime, et on peut le voir tout bêtement, mais à travers l'émission, le podcast La Pause M, etc., c'est des rencontres entre créatifs, artistes, etc. C'est pour essayer de partager quelque chose au monde, de transmettre, etc. Et ce que je veux dire, ça me paraît fou, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Mais il m'a dit, ce qui rend heureux, c'est ce qui est vécu et partagé avec amour. Et toi, là, tu as encore trop d'amour à donner sur Terre, donc repars. Et à ce moment-là, le juge de ma vie m'a donné une mission, m'a transmis une quête, je ne saurais pas vous le dire autrement. Il fallait que je crée ma tisanerie, une marque de tisane. C'est sorti de nulle part. Mais ce qu'on me révélait à travers ce projet de tisanerie, c'était pas tellement de vendre des sachets de tisane. Ça, c'est très secondaire à la limite. Mais je voyais tout l'amour qu'il y a derrière ce projet-là. C'est-à-dire remettre en avant des gestes et des savoirs ancestraux. Parce que tous les arboristes, en réalité, c'est des puits sans fond à savoir. Et c'est passionnant. Et on a beaucoup de choses à apprendre des plantes. Et vous voyez, il n'y a qu'à voir les médicaments. La majeure partie des médicaments sont inspirés de plantes. Il y a aussi faire vivre des gens sur le terroir, locaux, passionnés. C'est mettre aussi la nature en avant, de recréer des écosystèmes, développer la biodiversité. Il y avait tellement de choses bienveillantes derrière ce projet-là que c'était la mission que je devais accomplir, quoi. Je dois mettre ça en place. J'ai pas le choix de le faire. Et donc je me suis accroché à ce projet de tisanerie, de marque de tisane, parce que c'était pour ça que je revivais. C'était pour ça qu'on m'a redonné la vie, qu'on m'a refait naître une deuxième fois. Il fallait que je m'accroche à ça parce que je devais accomplir cette mission-là. Parce qu'il y avait plein d'amour à donner à travers ce projet-là. Et encore une fois, je revenais pas pour mes parents, pour mes proches. Ceux-là, je leur ai déjà dit au revoir. Et c'est terrible de dire ça parce que si vous me regardez, mes parents, mes frères et sœurs, etc., je vous aime. Hein. Mais ce projet de tisanerie a été plus fort parce qu'il y avait une dimension d'humanité plus large. C'était pas juste pour moi et ma famille, ça pouvait toucher l'humanité. Et bref, je me suis battu, je me suis accroché à la vie pour concrétiser ce projet-là.
Et soudainement, juste après avoir eu cette révélation de mission, il y a 7-8 personnes qui sont arrivées de nulle part et qui m'ont embarqué, qui m'ont enlevé tous mes câbles partout et qui m'ont fait traverser l'hôpital à toute allure. Je voyais les différentes lampes qui se mélangeaient au plafond, je voyais les visages des gens, je me souviens de toutes les émotions des gens. J'étais très conscient de ce qui se passait, presque plus conscient que maintenant. Et ils m'ont emmené dans une chambre. Ils ne m'emmènent pas dans un bloc opératoire. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Normalement, les gens, quand on veut les opérer, il faut les opérer en bloc opératoire, pas en chambre. Là, c'était tellement une urgence vitale qu'ils m'ont emmené en chambre directement. Je me souviens de tous les gens qui parlaient entre eux. Il y avait un médecin qui m'a mis un masque oxygène sur la bouche et il disait je ne l'endors pas tant que vous m'avez pas raconté toutes les étapes à suivre pour l'opération. Et à côté, la médecin, elle était en mode, elle bafouillait un petit peu, ça allait très vite. Faut imaginer toute l'effervescence qu'il y a à ce moment-là. Elle reprend, elle fait, ok, ça c'est bon, l'étape 1, 2, 3, la poche de sang, elle est là, tout est bon. Et pareil, je voyais 2 aides-soignants en face de moi qui essayaient d'enlever mes chaussures en attendant. Ils essayaient d'enlever mes lacets et je voyais l'infirmier à ma gauche qui galérait avec ma chaussure, qui a même fait un nœud avec mes lacets. J'étais en mode, mais mon pauvre, si je pouvais, je t'aiderais, je suis désolé de te mettre dans cette situation-là, je suis désolé, j'aimerais bien t'aider, mais je peux pas. Et je les voyais tous dans l'effervescence totale. Et à ce moment-là, je me suis endormi. Alors je me suis pas simplement endormi, hein. J'ai vu dans les rapports plus tard qu'il m'avait plongé dans le coma. Donc j'étais vraiment endormi vénère. Mais quand j'étais dans le coma, j'ai voyagé de fou. J'étais dans la nature, dans le Montana, dans les vallées avec les chevaux qui étaient au galop. Je voyais l'herbe qui bougeait avec la brise et le vent caressait l'herbe comme si c'était mes poils sur mon bras qui étaient touchés par le vent, comme si l'herbe était ma peau, comme si j'étais ce que je voyais, comme si j'étais un peu Dieu, Dieu était moi, comme si j'étais partout à la fois. C'était assez extraordinaire comme moment. Et pareil, le ciel, il bougeait, ça passait de je sais pas comment dire ça, de l'aube au jour, au coucher de soleil, et ça repassait dans des cycles comme ça, à toute allure, des couleurs violet, orange, bleu, mais des couleurs, je pourrais même pas vous les décrire, c'était irréel, c'était magnifique. Et la couleur du ciel dégageait une espèce de mélodie dans le ciel qui était incroyable. Bref, ce moment était fabuleux. Quand je me suis réveillé, j'étais en réanimation. Mais vraiment, quand j'étais en réanimation, c'était dur pour moi. J'étais dans un monde très matériel. J'avais pas mal, encore une fois, hein, mais tu te sens lourd. Ton corps est un poids qu'il faut traîner. Tout est compliqué. Et j'étais tellement mieux avant. Et la nuit tombée, il y a 3 médecins qui sont venus me voir dans ma chambre de réanimation. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils viennent à 3 ? Ils n'ont pas besoin de venir à 3 normalement. Et en fait, ils sont venus parce qu'ils avaient un truc à m'annoncer. Et donc, ils vont à côté de moi. Il y en a 2 qui étaient à ma droite, une qui était à ma gauche. Et ils me font, monsieur, vous nous avez foutu une frayeur, une grosse frayeur. Puisque, clairement, là, c'est votre jeunesse qui vous a sauvé. Vous auriez eu quelques années de plus et vous seriez mort. Et donc, ils ont fait une fibroscopie. Donc, ils ont mis une caméra pour voir dans l'estomac, etc. Et j'avais 2 ulcères, dont un qui faisait 3 cm. Et au niveau de l'estomac, c'est gigantesque. Et ça pissait le sang. Il y avait plein aussi à côté de lésions ulcéreuses. Donc, dès qu'ils essayaient de fermer un ulcère, ça se déchirait en haut et en bas. Et donc, il n'y avait rien à faire. C'était l'enfer. C'était une zone de guerre. C'était terrible. Et ils ne voyaient rien. Il y avait tellement de sang qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Et donc, à un moment, ils ont pris du spray et ils m'ont juste cimenté tout l'estomac. Mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% que tout était réglé, qu'il y avait sûrement des fuites encore. Et donc, je devais rester en réanimation sous contrôle pour voir si je perdais encore du sang. Et que, quoi qu'il arrive, j'aurais des médicaments à vie à prendre. Et là, je me dis, merde, je vois mes parents qui sont plus tout jeunes maintenant et qui ont des médicaments tous les jours à prendre. Je me dis, merde, je suis si vieux et si jeune en même temps. Je deviens si vieux, je prends 20 ans d'un coup, là. Ça me fait chier, profondément chier. Je sais pas comment réagir. Par contre, mon corps, lui s'exprime. Et je commence, pareil, à trembler, à sentir des fourmis qui viennent dans tout mon corps et je me sens de plus en plus mal. Je sens mon cœur qui s'accélère. En fait, je crois que j'ai fait une crise de panique. Je ne trouvais pas les mots, alors mon corps s'exprimait. Ils ont essayé de me calmer, ils ont essayé de me parler de ce que je matais comme genre de film, comme musique, etc. pour me faire penser un peu à autre chose et ça a marché, heureusement. Mais ouais, à ce moment-là, la nouvelle a été compliquée à avaler et donc je suis resté sous contrôle. Et 2 jours plus tard, on me dit que je peux enfin changer de service, que mon état de santé a l'air d'aller un peu mieux. Donc je vais pouvoir changer de chambre, avoir ma chambre à moi tout seul et quitter le service de réanimation. Et donc j'étais très content, très heureux de quitter ce service-là, bien que les gens étaient adorables. Et je me souviens de tout le monde, je me souviens des soignants, c'était super chouette. Une bonne ambiance, une très bonne ambiance. Surtout la fois où ils ont dû me laver le corps et que j'étais là en mode je mets mon ego de côté, ma fierté de côté et je suis à poil devant 2 personnes qui me passent le gant sur mon corps.
C'était un souvenir qui était particulier, mais qui n'était pas pour autant un mauvais souvenir. Ça, je dois l'avouer. Et donc, je me retrouve dans ma chambre en gastro-entérologie. Et tous les matins, j'avais une prise de sang à faire, qui était à 6 h du matin. Donc, c'était mon réveil. J'ai connu de meilleurs réveils, je vous le garantis. Mais là, sur cette prise de sang-là, elle était très importante parce que c'était pour voir à combien mon sang était, mon taux d'hémoglobine. Enfin, pour voir si, surtout, je perdais pas de sang, quoi. Mais le problème, c'est que le médecin qui me suivait est venu assez vite me voir après. Et j'ai très vite compris, dans sa démarche, à la vitesse où il se ramenait vers moi, avec sa droiture, son sérieux, j'ai compris que c'était pas positif. Et effectivement, le médecin était venu m'annoncer que mon taux sanguin d'hémoglobine avait redescendu encore, donc je perdais encore du sang, alors que je vomissais plus, mais que je perdais via les intestins, etc., qui étaient digérés, quoi. Et pour donner quelques chiffres précis, pour ceux que ça intéresse ou pour ceux qui font médecine et à qui ça parle, je suis passé de 13,5 grammes d'hémoglobine dans mon corps à 7,8. Et pour réinterpréter un peu différemment les chiffres, pour s'adresser à des gens un peu comme moi qui comprennent rien vraiment à ce que c'est grammes par décilitre d'hémoglobine, de je sais pas quoi. En gros, en 24 heures, j'ai perdu 2,8 à 3 litres de sang. Ça équivaut à peu près plus de 50% de tout mon sang. Et sur ces 50%, il y en a plus de 30 qui ont été perdus rien qu'à mon arrivée à l'hôpital entre 3 h du matin et 7 h 30 quand j'ai fait mon EMI. Donc ça craint de fou. Et donc c'est à ce moment-là où on me dit qu'il faut que je repasse au bloc opératoire, que je passe sur le billard, puisqu'on doit m'opérer une deuxième fois. Donc pareil, une endoscopie, une fibroscopie où on passe une caméra, machin, on opère à travers mon œsophage, etc. Donc j'ai jamais été ouvert, hein. Ils sont passés par ma gorge, heureusement. Hein. Mais donc ouais, je devais repasser au bloc une deuxième fois. J'étais très content, pas du tout. Et ça, c'est ma tête explosée après l'anesthésie. Parce que autant j'ai voyagé de fou quand j'étais dans le coma, autant quand ils m'ont anesthésié, ça m'a flingué à la gueule. J'étais dans un néant absolu, sans question, sans réponse. Je n'ai rien vu, je me suis endormi, je me suis réveillé. Et j'avais la tête dans le coltard pendant des heures, c'était terrible. Et voilà, j'étais complètement défoncé encore. Mais après cette deuxième opération, tout est allé un peu mieux. Je n'ai plus saigné, moi j'ai plus perdu de sang. Ça allait mieux dans ma tête, je reprenais des couleurs, je commençais à avoir plein d'hématomes partout qui se révélaient et j'étais heureux. J'étais content de voir des bleus et tout parce que j'étais en mode du sang coule dans mes veines, ça y est, ça revient. Ça allait de mieux en mieux en tout cas à ce moment-là. Par contre, dans l'histoire, j'ai quand même perdu pas mal de sang. Je vous ai dit, j'ai perdu plus de la moitié de mon sang, donc même si je saigne plus, je suis quand même râlé pas crête niveau sang. Et en termes d'énergie, je vous raconte même pas, hein, j'étais vraiment allongé, j'étais une larve, je pouvais rien faire. J'étais fatigué pour tout. Mais bref, après on m'a dit qu'il fallait que je fasse une transfusion. Et j'étais mais quoi, une transfusion? On va me mettre du sang dans mon corps? Ah, ok. Et ouais, c'était ça. Et donc j'avais des poches de sang. On m'a transfusé 4 poches de sang en tout. J'avais l'impression d'être un vampire, vraiment, d'être dans Twilight. Ça m'amusait un petit peu en vrai, mais ça fait très bizarre parce que tu sens déjà c'est rouge. C'est trop bizarre d'avoir du rouge qui rentre comme ça. Et je sentais le sang qui arrivait dans mon avant-bras et c'est tout froid. Et je sentais que ça faisait du froid dans tout l'avant-bras et tout et c'est très étrange comme sensation. Mais si je suis vivant maintenant, là, clairement, c'est grâce aux gens qui font des dons du sang. Sans eux, je serais pas là aujourd'hui. J'ai vraiment perdu plus de la moitié de mon sang. Enfin, c'est fou comme truc. Et donc, je sais pas sur quel sang de qui je suis tombé, mais à tous ceux qui font des dons du sang, merci beaucoup. Parce que sans vous, je serais pas là. Et je dis que j'aurais pas pu être là aujourd'hui sans ces dons du sang parce que vraiment, il faut savoir que j'ai atteint un niveau en termes de taux d'hémoglobine dans le sang qui était si peu haut ou qui était tellement bas que presque ça servirait à rien de me faire un massage cardiaque. Parce que à ce moment-là, le corps a tellement peu de liquide pour faire fonctionner la machine que si on met un électrochoc, certes, le cœur va faire comme ça, va repartir pour 1 ou 2 pulsations, mais c'est tellement vide, il va tellement pulser dans rien du tout qu'il va très vite s'arrêter. Et en fait, ça aurait été impossible de me réanimer si j'avais fait une crise cardiaque. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les médecins m'ont dit c'est votre corps qui vous a maintenu en vie, c'est votre jeunesse qui vous a sauvé. Mais ouais, si mon cœur s'était arrêté, je serais pas là pour témoigner. Et c'est là où on se rend compte que c'est quand même assez grave ce qui est arrivé. Et donc quand j'ai fini ma convalescence et que je suis revenu à Paris pour travailler de nouveau avec McFly et Carlito, etc., je suis arrivé sur le jour de tournage de la vidéo de Joyka qui s'appelle « Trouve le buzzer ». Et donc moi je suivais McFly durant toute la vidéo, je courais après lui, etc. Alors c'était dur, hein, à passer de 1 mois de convalescence à faire du potager tranquille dans le jardin, à courir dans tout Paris. C'était pas facile du tout. Mais ça m'a fait rire parce qu'à un moment, on est dans un catacombe et je me suis pris une pierre qui dépassait du plafond. J'ai tapé hyper fort avec ma tête et j'ai commencé à pisser le sang. J'ai vraiment pissé le sang sur ce tournage-là, d'ailleurs c'est dans la vidéo.
extrait. Oh non, attends, Wesh Elion, il s'est ouvert la tête? Ah oui? Ah vraiment hein. Faut que quelqu'un vienne avec lui en haut, s'il vous plaît. Il y a Elion, il s'est cogné, il s'est ouvert la tête de baiser. Mais non, c'est pas vrai. Il est remonté là, il y a quelqu'un qui le remonte. Faut le faire pour lui. On le fait pour Elion, les gars. pour Elion. Et quand je suis sorti des catacombes, il y a un mec de la prod qui m'a vu avec la tête plein de sang et tout. Et j'étais en mode... c'est un running gag. C'est un running gag. Je viens de sortir d'une hospitalisation parce que j'ai perdu la moitié de mon sang. Et à peine je reviens de travailler à Paris que bim, je me reprends un coup et je pisse le sang encore une fois. Et donc j'ai fini le tournage avec un gros pansement sur la tête, sur le crâne. Quelle aventure. Et tu te dis, c'est bizarre, c'est comme si c'était un signe qu'il fallait vraiment que je change quelque chose. Que ce rythme de vie me correspondait plus, que ce boulot peut-être me correspond moins. En tout cas, s'il y avait un message à comprendre, je l'ai bien compris. Mais ce qui était le plus compliqué durant cette semaine d'hospitalisation, c'était pas tellement le fait d'aller de mieux en mieux et de prendre conscience que le temps est long, qu'on est tenu en laisse par la perfusion, etc. C'est pas tellement ça le plus chiant. Le plus chiant, c'est que je n'avais pas le droit de boire et évidemment pas de manger, mais pas boire, ça a été extrêmement compliqué pour moi. C'est que j'ai passé 4 jours sans boire. C'était long, j'avais la bouche pâteuse constamment, sèche, terriblement sèche. J'avais tellement soif. Et un jour, on m'a apporté une carafe d'eau. Voilà la vidéo. Sachez là qu'il n'y a rien qui me rende plus heureux que ce qui vient d'arriver sur ma table. J'ai reçu une carafe d'eau. Mais c'est vraiment fou, hein. Ça fait 4 jours que j'en rêve. Un verre d'eau. Ah oui. J'étais si heureux, si heureux. Ah oui. C'est super de boire. Oh putain, l'eau c'est bon. Je rêvais que de ça, de boire un foutu verre d'eau. Ah oui, ça fait du bien. Non mais parce que faut bien se dire que jusqu'à présent, je buvais brumisateur. Ça c'est super. Hein. Mais j'étais comme ça vraiment genre. Le brumisateur. Attendez, il faut que je vous en parle, parce que je l'ai toujours. Voilà, ce brumisateur est devenu vraiment mon meilleur ami pendant cette semaine d'hospitalisation. C'était mon Wilson à moi dans Seul au monde. C'était vraiment mon meilleur ami, je déconne même pas. Et j'étais vraiment genre constamment comme ça là. Et je pouvais que boire comme ça. Vous vous imaginez même pas à quel point c'est frustrant. Et donc, effectivement, ça me parle beaucoup la vidéo. Ça me rappelle des bons souvenirs. Pour mettre un peu d'eau dans la bouche, 4 jours de ça ne faut pas un verre d'eau. Non, ça c'est clair. Sachez là qu'il n'y a... Ça c'est clair, ça valait pas un verre d'eau. Alors par contre, ça m'a vraiment sauvé la vie. Hein. J'étais très heureux d'avoir ces gouttelettes d'eau sur le bord de mes lèvres et tout. Ça me faisait un bien fou. C'était génial. Et j'exagère pas du tout, hein, vraiment. Là, c'est vraiment ma réaction sincère de quand je redécouvre la boisson, le fait de boire. C'est vraiment premier degré comment j'étais. C'était fabuleux comme truc. Et petit à petit, ça a commencé à aller mieux. J'ai pu commencer à me lever un petit peu et aller aux toilettes tout seul aussi. Ça, c'était fou. J'étais dans la salle de bain et par contre, ce qui était chiant, c'est que je devais toujours trimballer ma perfusion avec moi. Partout où j'allais, il fallait que je me trimballe avec mon pied à perfusion. Et c'était hyper chiant, j'avais l'impression d'être tenu en laisse. Je pouvais pas bien circuler, je pouvais pas passer. Enfin, des fois, il fallait que je soulève et tout, c'était compliqué. Et vraiment, j'ai passé une semaine en laisse. Et les pauvres chiens, ça va être terrible. Mais en tout cas, voilà, je suis resté dans ma chambre et j'allais souvent au niveau de ma fenêtre. Je restais un petit peu à regarder le paysage, un terrain de foot et un périph'. C'était passionnant comme paysage. Et à écrire. J'ai commencé à écrire aussi, parce que le temps commençait à devenir extrêmement long et j'avais très peur de perdre tout ce que j'ai traversé, pas forcément les faits, parce que les faits sont ancrés en moi, je peux pas oublier un événement comme ça. Par contre, toute la clairvoyance, tout le ressenti, tout ce que j'ai pu voir, j'avais pas envie de l'oublier tout ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'écrive absolument, il faut que je sorte tout ce que j'ai. Encore une fois, j'ai vomi avant et là j'ai écrit. Quitte à choisir entre les deux, je préfère écrire, c'est moins compliqué, c'est moins traumatisant. Mais ouais, donc j'alternais entre aller aux toilettes et écrire. C'était une bonne semaine. Ah ça. Je salive tellement. Ah oui, c'était incroyable ce jour-là. Les repas depuis dimanche, ça fait une semaine moins un jour. Youpi. Ah ouais. C'était mon premier repas. Mon premier repas, c'était une tisane et 2 yaourts. Alors, c'est pas vraiment un vrai repas, mais ça m'a fait tellement de bien parce que ça voulait dire vraiment, je vais mieux, je vais pouvoir commencer à remanger, je vais pouvoir commencer à revivre un petit peu. Vraiment, ce jour-là, c'était comme l'eau, le fait de pouvoir reboire de nouveau, mais en apothéose. Ça a été génial. Et la tisane, ça a été la plus bonne boisson que j'ai prise. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est fou parce que je suis revenu pour monter une tisanerie. Encore une fois, hein, c'est assez fou, mais je suis revenu pour ça. Et de mon premier jour où j'ai commencé à revivre, mon premier repas où j'ai commencé à revivre, à remanger, j'ai eu une tisane. Et j'ai vu ça un peu comme un signe d'un truc de « Regarde, oublie pas ta mission.
Sinon, petite claque. Non mais oublie pas ta mission, t'es revenu pour ça et maintenant t'as la vie devant toi pour apporter de l'amour à travers cette première pierre qui est la tisanerie. Parce que la tisanerie, c'est pas le seul projet, c'est pas la seule mission, c'est juste la première pierre pour la suite. Bref, ce premier repas a été extraordinairement fade, mais ça m'a fait tellement de bien, c'était super. Donc voilà, c'était les photos que je voulais voir avec vous pour retracer un peu l'hospitalisation, mais j'ai pas terminé, j'ai d'autres choses à vous dire. Comme je vous disais, ce premier jour, c'était une deuxième naissance pour moi, ça a été vraiment une renaissance, et à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout vu la vie pareil. Il y a vraiment eu un avant et un après, et j'ai réfléchi beaucoup, j'ai fait beaucoup d'introspection aussi, ça a été vraiment une nouvelle naissance, ouais. J'ai eu une seconde chance. Et je suis pas revenu pour mes proches, comme je disais, mais pour l'humanité. Oui. Ce que j'ai vu, traversé, ressenti, ça m'a tellement impacté que je peux plus continuer sur la même voie. Pour que vous compreniez peut-être mieux, j'ai la profonde sensation d'avoir fait une promesse avec une force plus grande que moi, afin de revenir accomplir ma mission. Que si je ne mettais pas toute mon énergie pour la réaliser, j'aurais la sensation de trahir une parole. Je suis revenu pour créer, relier, transmettre et élever. La première étape de ce nouveau parcours a donc été de raconter cette histoire à travers un livre que j'ai appelé « Ce que le silence m'a confié ». S'en est suivi la création de ma propre maison d'édition, les éditions Acopri, pour porter moi-même ce premier livre. Car une partie des recettes sert à financer le lancement de ma tisanerie d'LNN. Et qui dit maison d'édition dit qu'il y a évidemment plusieurs œuvres futures en préparation. Que ce soit pour donner la parole à d'autres histoires de vie ou la création de BD de science-fiction et fantasy. Et ce n'est que le début puisque je suis le vidéaste de McFly et Carlito et je leur ai demandé de quitter l'équipe. Il faut savoir que je cumule plusieurs casquettes avec eux, tantôt monteur, tantôt auteur, depuis quelques mois même le chef-op de quelques vidéos, en gros le responsable caméra et lumière. Ça c'est le cas lorsque vous me voyez assis ici en vidéo. C'est parce que je cadre et en même temps je garde un œil sur le retour général en régie à côté de moi. Et je suis responsable aussi de toute la post-production. Absolument toutes les vidéos passent dans mes mains. Je gère les backups, les serveurs, donne les accès aux monteurs, archive les projets au fur et à mesure. Mais à la seconde où je me suis réveillé de mon coma, je l'ai su. Mon chemin de vie n'était pas avec eux dans leur cercle de techniciens. Je mourais d'envie de leur dire qu'un autre chemin s'était révélé à moi, mais comment leur dire? D'ailleurs, faut-il que je leur dise? Je reçois tellement de messages de gens qui me disent qu'ils rêvaient d'être à ma place, de bosser avec eux, que j'ai la sensation d'avoir, moi, un job que j'ai pas le droit de lâcher. Et pourtant, ce que j'ai traversé a été plus fort, a résonné plus intensément. J'ai alors fait la pire chose qui soit. J'ai créé un groupe WhatsApp avec eux et je leur ai dit que je devais leur dire quelque chose, sans préciser quoi. J'ai fait un teasing insoutenable. Mais j'étais profondément partagé entre la nécessité et la peur d'en parler. 2 jours plus tard, je leur fais enfin un récap de mon état de santé, comme une manière de fuir l'idée initiale en faisant croire que ce que j'avais à leur dire, c'était seulement ce qui m'était arrivé dans les faits. Mais ce n'est qu'un mois plus tard que je trouverai la force de leur dire, en réunion face-to-face avec eux, David, Raph, j'aimerais quitter l'équipe. La dernière fois que j'ai demandé une réunion avec eux, c'était pour leur dire qu'ils me payaient trop. Maintenant, pour ça, j'ai le don de me mettre dans des situations pas possibles. Enfin bon, il n'est pas question ici de couper les ponts avec eux. Je continuerai quelques tournages. Enfin, j'espère qu'on continuera. Mais une chose est sûre, je rends mon bureau, je quitte mon boulot à plein temps au studio. Cette histoire, je vous la raconte, mais je suis pas là pour convaincre, juste pour transmettre. Parce que ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas le garder seulement pour moi. Je l'ai pas inventé, je suis fou, mais il n'y avait pas autant. Ce livre, c'est le premier pas, la première pierre. Je l'ai écrit en 2 semaines, alors que j'étais encore à l'hôpital. Souvent, j'avoue, avec une peur de me confier sur des choses pouvant être trop intimes. Il était censé être à l'origine juste un phare dans ma vie pour ne pas oublier ce que j'ai traversé, mais qui ne pouvait pas finalement rester qu'entre mes mains. Il s'appelle « Ce que le silence m'a confié » et il est disponible dès maintenant en précommande. Enfin, j'ai créé 2 versions. Une collector, qui est vraiment conçue comme le livre que je voulais, un totem rêvé comme un grimoire, un objet qu'on garde, qu'on relit, qu'on garde précieusement dans sa bibliothèque, quelque chose de symbolique, qu'on ressent plus qu'on ne le lit. Et une version plus de type poche, créée spécialement pour les portefeuilles plus restreints mais sans perdre le fond, conçue davantage pour être partagée ou à offrir. On a travaillé comme des fous avec William, mon pote qui date de la petite section d'ailleurs, mais qui est aussi et surtout le designer graphique du bouquin, pour raconter une histoire parallèle entre la mise en page et la couverture avec relief, vernis sélectif, etc. Puis également à travers le poster exclusif du livre, ainsi que le marque-page à gratter. Car oui, attention, même le marque-page raconte une histoire. Il y a quelques années, j'ai été invité à un déjeuner d'anniversaire avec un pote. Ça m'a beaucoup marqué ce jour-là, puisque en arrivant au bord de la table, il y avait un ticket à gratter dans chaque assiette. Et je trouvais ça étrange. C'était pas mon anniversaire à moi, ni à personne autour de la table, c'était l'anniversaire de mon pote Rémi. Et il m'a raconté que
À chaque fois, pour les anniversaires, c'est des gens qui donnent pour toi en cadeau, alors que ce qui lui faisait vraiment plaisir, ce qui le rendait vraiment heureux, c'était de pouvoir rendre les gens heureux. C'était de pouvoir leur offrir un petit truc, c'est pas grand-chose, un ticket à gratter, ça coûte pas si cher. Mais pourtant, de voir tous les gens réellement étonnés, surpris, heureux d'avoir ce cadeau-là de sa part, bref, c'est ça qui l'a rendu plus heureux que le fait qu'on lui offre un cadeau à lui. Et je trouve l'anecdote folle. Ça m'a vraiment profondément marqué. Et merci Rémi pour m'avoir fait vivre ça à tes côtés. Rémi, qui est un pote avec qui je faisais des vidéos pour le collectif Le Takoum. C'est un collectif où on faisait des sketchs, courts-métrages, etc. Pour l'instant, c'est en pause, la chaîne. Mais c'est peut-être possible qu'il y ait un futur, un monde parallèle où on reprend des vidéos un jour. C'est du teasing ignoble que je vous fais encore une fois. J'ai aucune garantie encore, mais c'est en discussion. Mais en tout cas, voilà, juste le lien de la chaîne est juste là-haut. Ça s'appelle Le Takoum. Aujourd'hui, le 19 juillet, jour de sortie de cette vidéo, c'est mon anniversaire. Enfin, mon anniversaire de base. Parce que maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être né une deuxième fois le 9 avril. Mais bref, j'ai essayé de bosser le plus rapidement possible afin de vous partager la nouvelle de ce livre spécialement aujourd'hui. Car ce jour est très très spécial pour moi. Et cette année, je voulais marquer le coup avec ce qui me rendrait le plus heureux à mon anniversaire, vous partager ce livre. Au lieu de constamment recevoir pour les anniversaires, je voulais vous donner une part de moi en échange. Et je voulais rendre hommage, à travers ce marque-page à gratter, à ce que mon ami m'avait fait vivre. Dessous, sous l'encre à gratter, se cachent des citations du livre, de ce que le silence m'a confié dans ce monde plus grand, en espérant que ça puisse vous guider à votre tour. Pour remercier les tout premiers lecteurs, ceux qui sont là avant même que le livre existe en librairie, je dédicacerai les 100 premiers ouvrages. Et j'offre 20% de remise sur tout le pack collector, donc le livre avec marque-page et poster, durant la période de précommande. Et pour tout livre précommandé, la version poche est à moins 5%. Je vous disais, ce livre est destiné à être offert. Les précommandes s'arrêtent le 31 août et l'expédition débutera qu'à partir de mi-septembre. C'est juste le temps pour moi de finaliser l'organisation de cette montagne qui est de s'embarquer dans la création d'une maison d'édition. Mais donc, foncez sur éditionacopris.com pour devenir le soutien originel de ce projet gargantuesque qui pointe tranquillement le bout de son nez. Parce que ce n'est pas juste un livre, c'est une traversée dans une arche qui débute et vous êtes les bienvenus pour monter à bord. Ah, de l'eau. Ah, Wilson, tu m'as sauvé la vie, toi. C'est plus très frais.